à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de votre nouvelle édition. Un plan de développement du numérique figure parmi les nouveautés proposées cette année. Le souverain s'est d'ailleurs rendu dans ce cadre à l'école Saint-Charles. De l'école Saint-Charles au CHPG à l'occasion de la remise des diplômes de l'IFSI. Découverte d'une nouvelle exposition à la galerie Ribolzi. Et puis après le foot, belle victoire aussi pour les Rouges et Blancs en basket mercredi soir. Souvenez-vous, il y a une quinzaine de jours, à l'occasion de la conférence de rentrée scolaire, nous vous parlions des différentes nouveautés mises en place en principauté. Parmi elles, un plan de développement du numérique. Et c'est justement dans ce cadre que Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a effectué une visite jeudi au cœur de l'école Saint-Charles. Fabien Bonilla vous en dit plus dans ce reportage. Le souverain est allé à la rencontre des élèves de l'école Saint-Charles. Les enfants de primaire et de maternelle ont présenté leur travail sur du matériel numérique, que ce soit pour de l'histoire, de la géographie, du français ou encore des mathématiques. Faire rentrer l'école dans l'ère du numérique, voici un impératif pour la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et pour ce faire, le gouvernement a engagé une politique globale de modernisation des outils et des apprentissages pédagogiques. Un important programme d'acquisition de matériel et de logiciels a été adopté. Le montant, 2 200 000 € sur 5 ans. Cela permettra de faire l'acquisition de 1000 tablettes numériques, 260 outils interactifs de projection et le développement d'un véritable environnement numérique de travail appelé l'ENT dans l'ensemble des écoles. On a décidé vraiment de mettre au goût du jour les nouvelles technologies. Donc nous avons, avec le soutien du gouvernement princier, nous avons décidé vraiment de faire un plan quinquennal du numérique. Vous savez qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies font vraiment partie de la pédagogie de nos écoles. Alors pourquoi ce plan quinquennal? Aujourd'hui, on ne peut pas faire fi des nouvelles technologies. Il faut absolument insérer dans nos pédagogies des outils pédagogiques de la sorte. À savoir, on ne peut plus travailler sans tableau interactif, on ne peut pas travailler sans tablette numérique, sans ordinateur. Il faut préparer aussi nos enfants à rentrer dans l'ère du numérique et à ce qu'ils soient formés pour entrer très aisément dans la vie professionnelle. Le gouvernement, sollicité par des partenaires privés, a accepté de manière ponctuelle que des mécènes soutiennent financièrement des expérimentations visant à tester les différents outils numériques, comme ici, à l'école Saint-Charles. C'est vraiment le futur. Aujourd'hui, moi je reste de l'avis que c'est vrai que le crayon et un bout de papier, on peut faire beaucoup de choses avec l'imagination, un dessin, etc. Donc j'encourage beaucoup mes filles de continuer à utiliser le crayon, mais c'est aussi vrai qu'il faut constater, les faits sont qu'aujourd'hui tout est sur l'iPad et je pense que c'est très important pour ces élèves, et surtout les très jeunes qui commencent aujourd'hui, de se mettre tout de suite dans ce monde de technologique et puis je pense que ça sera bien pour les dos de tout le monde parce que je me souviens à leur âge, les grands livres, les grands sacs, etc. Peut-être tout ça, ce sera un avantage en plus. Dans le cadre du bon fonctionnement de ce plan quinquennal d'enseignement numérique, en plus de matériel, le gouvernement vient d'approuver la création d'un poste de chargé de mission vie scolaire et numérique. Et en cette période de rentrée, nous vous proposons une petite piqûre de rappel concernant le tri sélectif. Alors quels sont les bons gestes à appliquer et ceux à éviter? Élément de réponse dans ce reportage. Jaune, bleu, vert, qu'ils soient enterrés ou bien visibles, ces containers ont un objectif, vous permettre chaque jour de mieux respecter l'environnement. Ils sont situés un peu partout en principauté, comme ici, dans le quartier de Fontvieille. Le verre, c'est un emballage qu'on trie depuis très longtemps et qui doit s'être positionné soit dans des colonnes que l'on voit en ville qui sont assez grosses et vertes en général, ou dans des enclos où c'est des bacs roulants où on a un opercule rond et avec le couvercle vert. Donc ça, c'est le premier type de déchets collectés et triés. Ensuite, en emballage, on a le jaune, qu'on connaît bien maintenant, où on peut trouver donc 3 types de familles. Tout ce qui est métal, aluminium, acier, tout ce qui est plastique. Et enfin, carton, cartonnette. Maintenant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de trier. Et la dernière catégorie, c'est le bac bleu. Le bac bleu pour les journaux, magazines et papiers, donc de bureau et papier qu'on peut trouver au quotidien. Enveloppe aussi? Enveloppe, et maintenant les choses progressent, donc on peut même mettre les enveloppes avec les petites fenêtres. Et il existe aussi des déchets plus spécifiques. Ces containers, par exemple, sont situés autour des ports pour récupérer des bidons à huile liés aux batteries de bateaux.
Autre type de déchets, les piles. Il existe ainsi de nombreux collecteurs dans les établissements publics. Et si vous souhaitez vous débarrasser d'encombrants ou de déchets dits électroniques, sachez que vous pouvez les déposer directement à la SMA. Pour faire connaître toutes ces données, de nombreuses opérations de sensibilisation sont organisées tout au long de l'année. À la SMA, donc, il y a une ambassadrice du tri qui est en fait chargée de communiquer les bonnes pratiques du tri. Elle intervient auprès des résidents en faisant du porte-à-porte, notamment auprès des restaurateurs, mais également auprès des enfants. Elle réalise tous les ans une sensibilisation auprès des classes de 9e. Donc elle a élaboré un programme pédagogique qui a été validé par l'Éducation nationale. Ça fonctionne très bien et les enfants sont très réceptifs. Et ces enfants font ensuite le lien avec leurs parents en sensibilisant les petits. La SMA sensibilise aussi bien souvent les adultes. Les chemins parcourus par les déchets sont aussi présentés. Tout ce qui est déchets triés, contrairement aux ordures ménagères, ne sont pas collectés aux mêmes horaires. Donc nous avons une collecte du matin et une collecte du soir pour les ordures ménagères, alors que la collecte des emballages se fait en journée. Une fois qu'ils sont collectés, ils ne vont pas à l'usine, puisqu'ils ne sont pas incinérés, mais ils vont dans les centres de tri qui sont dans le département des Alpes-Maritimes. Une fois qu'ils sont triés, ils vont être, alors surtout pour le bac jaune, puisqu'il y a plusieurs types de déchets comme on a vu tout à l'heure, ils vont suivre différentes filières. Le vert, quant à lui, prend la direction de centres en Italie. Et pour éviter les erreurs, comme les techniques de recyclage évoluent sans cesse, sachez que vous pouvez désormais déposer les boîtes à pizza dans les poubelles jaunes, y compris les bouteilles à huile. Auparavant, ce n'était pas possible en raison des résidus graisseux. Environnement toujours, comme chaque année, le mois de septembre est marqué par l'organisation de la Semaine européenne de la mobilité. La Principauté participe à cette semaine en organisant de nombreuses opérations, essentiellement du 19 au 21 sur l'esplanade du Larvoto. Présentation et tests de véhicules écologiques, sensibilisation à des transports doux, ateliers pédagogiques, journée des bus gratuits le 20 ou encore le dimanche à vélo. Reportage à suivre dans votre prochain magazine dédié à l'environnement, la ligne verte. Prenons à présent la direction du centre hospitalier Princesse Grace pour une cérémonie où l'on affiche très souvent de larges sourires et pour cause. La cérémonie de remise des diplômes de l'IFSI. Elle a eu lieu ce jeudi en présence de son Altesse Royale la Princesse Caroline de Hanovre. Frédéric Elion était sur place. 3 années de labeur, de cours, de révision et de stages pour en arriver à cette matinée remplie d'émotions. Les élèves de la promotion 2011-2014 de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco recevaient ce mercredi matin leur diplôme des mains de la princesse Caroline, la marraine de l'IFSI. 26 élèves de cette promotion Mission Enfance ont obtenu le précieux sésame, le diplôme d'état infirmier grade licence. Les 26 diplômés ont tour à tour reçu le Graal tant convoité sous les applaudissements des élèves des autres promotions. Le major de cette promotion Mission Enfance, Anthony, avec une moyenne de 16,25 sur les 3 années de formation. Oui, c'est un grand moment, c'est vraiment un honneur de recevoir ce diplôme par son Altesse Royale la Princesse Caroline et on est tous très heureux d'être là aujourd'hui. Cette dernière année, elle a été assez intense niveau travail, on a dû beaucoup se donner pendant les stages afin de progresser au maximum et afin de devenir efficace sur le terrain. J'ai trouvé un travail moi à l'hôpital de Monaco, j'ai été embauché. Au centre hospitalier Princesse Grace et donc c'est aussi un honneur de travailler pour cet hôpital dans lequel j'ai fait plusieurs stages et dans lequel j'ai été formé. Parmi les 26 diplômés, 2 monégasques, Sonia et Marie, qui ont déjà trouvé du travail en soins de suite et de réadaptation au centre Régnier 3 et en psychiatrie. Sachant que Monaco c'est quand même une principauté, c'est assez particulier et de se faire remettre le diplôme par la princesse, c'est quand même un honneur et une fierté pour nous en plus sachant qu'on est de Monaco. C'est vrai qu'étant monégasque, c'est encore plus important vu qu'on vit au sein de la principauté depuis qu'on est né, donc pour nous le symbole est encore plus grand. Les 5 premiers de la promotion ont obtenu des moyennes comprises entre 16,25 et 15,83. 2 diplômés de l'IFSI Monaco vont poursuivre leurs études en master à l'étranger, au Master Imperial College de Londres et à l'université de Georgetown à Washington. De l'art à présent avec la découverte d'une toute nouvelle exposition à la galerie Ribolsi. Elle va vous permettre de découvrir le travail de l'artiste lauréat du Gem-Lucart 2013. Et Caroline Fayolle s'est rendue sur place. Elle a pu assister au vernissage en présence de son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre.
Mis en place depuis maintenant 6 ans, le concours international contemporain J'aime Luc Art a pour objectif de sensibiliser les gens au domaine artistique tout en récoltant des fonds pour la lutte contre le cancer. En effet, sur le principe d'une exposition caritative, une partie de la vente des œuvres sera reversée à l'association J'aime Luc, le groupement des entreprises monégasques qui luttent contre le cancer. Et chaque année, le thème choisi fait le lien entre l'art et la maladie. Nous avons des thèmes différents, par exemple, nous avons eu en 2013 13 chiffres porte-bonheur, parce que nous espérons que tous les cancéreux, un jour ou l'autre, guériront de leur cancer. Cette année, c'est elle et lui. Enfin, on peut l'interpréter comme on veut. Moi, je l'interpréterais comme malheureusement, elle et lui sont touchés par le cancer, puisque c'est aujourd'hui la cause de mortalité la plus importante dans les pays occidentaux. On a beaucoup distribué, surtout dans les hôpitaux, surtout le centre, bien sûr, Princesse Grasse. Mais nous faisons aussi de l'aide aux malades, en particulier pour les stomisés, et nous faisons aussi une aide pour la recherche contre le cancer. Un concours sur plusieurs mois qui intègre différentes étapes et qui rassemble au départ plus d'une centaine d'artistes. L'organisation du concours, c'est qu'il y a un commissaire qui trouve des artistes, moi là je suis pour rien, et qui trouve des artistes, ils font des annonces, ils demandent, ils font une sélection. Et l'exposition se passe à l'auditorium. Elle dure 15 jours, le public vote ce qu'il préfère. Après, il y a une commission d'experts qui fait encore un autre vote. Et là, sort le gagnant. Le Grand Prix d'art contemporain a été décerné cette année à Bernard Garot, un artiste suisse pictural engagé. Et c'est avec une série de toiles Le visible de l'invisible que Bernard Garot présente ses magnifiques peintures. En tant qu'artiste, j'essaie d'amener, par un regard d'émotion, ce regard sur notre monde. Et je montre l'invisible du visible. Parce que les gens, ils voient que certaines choses, mais ils ne voient pas tout. Et des fois, on voit un objet, mais on ne voit pas ce qu'il y a entre deux. Il y a une énergie, il y a une émotion. Et en fait, pour participer à ça, je vais gratter des roches volcaniques, des sédiments marins que j'intègre dans mes... Donc mes tableaux sont faits avec des éléments totalement naturels. Donc j'utilise du latex, des bitumes qui 5000 ans avant Jésus-Christ ont isolé les maisons, des sables volcaniques qui ont 3 milliards d'années, des sédiments marins avec des fossiles. Et en fait, la peau même de mes peintures raconte l'histoire de notre monde. Et en fait, ça interroge. L'objectif final, c'est que la peinture amène à la pensée. Un heureux lauréat qui est d'autant plus fier de défendre cette association. Ce concours représente pour moi un prix important parce que non seulement il vous donne une visibilité, mais en plus vous avez participé à une œuvre caritative pour la lutte contre le cancer. Et pour moi, c'est tellement important dans notre société aujourd'hui d'accompagner la pensée humaine et d'essayer d'aider son prochain. Et l'art fait partie de cette réflexion sur notre humanité. Et je pense que tant qu'il est possible de participer à ce genre de concours, sera ravi. Alors gagner le prix, évidemment, ça nous met en lumière et ça met en lumière cette lutte. Et j'en suis d'autant plus fier de pouvoir participer à cette solidarité, à la lutte pour des maladies qui sont incurables ou difficiles à guérir. L'exposition caritative est à découvrir jusqu'au 18 octobre à la galerie Adriano Ribolzi. Un mot de sport pour terminer ce journal avec la belle victoire de l'AS Monaco Basket pour son premier match dans le cadre de la Coupe de France. Une victoire 73-63 face à Roanne, salle Gaston Médecin. Frédéric Elion revient sur cette rencontre pour vous. Monaco a impressionné pour ses débuts cette saison en 32e de finale de la Coupe de France de basket mercredi soir à la salle Gaston Médecin. Face à Roanne, place forte du basket français, une équipe championne de France en 2007 et reléguée en Pro B en mai dernier après 12 ans de présence parmi l'élite. Les Monégasques l'ont emporté 73-63. Les joueurs de Savo Vucevic réalisent une première mi-temps de très haut niveau. Jonathan Tornato aspire les rebonds offensifs. Cyril Akpomeda aligne 2 tirs à 3 points. Rajoutez à cela une grosse défense et des paniers faciles en contre-attaque. À la fin du premier quart-temps, la Roca Team est devant 29-17. L'écart augmente dans le deuxième quart-temps d'Eric Obazoan enfile les paniers. La chorale de Roanne manque d'adresse et tourne à 30% au shoot. À la mi-temps, Monaco est à plus 20, 51-31. L'écart maximal atteint même 24 points pour les Monégasques dans le troisième quart-temps sur ce superbe alley-oop claqué par Obazoan. Le moment choisi par les Rouennais pour se réveiller, porté par les 19 points de Charles Jackson. La chorale inflige un 10-0 à l'ASM et recolle à -12 à 5 minutes de la fin de la partie. Akpomeda réussit un dernier panier à 3 points qui scelle la victoire de Monaco, 73-63.
Ils ont été maladroits. Nous, on a eu une bonne première mi-temps au niveau de l'adresse. On finit à 56% à 3 points, je crois, la première mi-temps. Ce ne sera pas tous les matchs comme ça. Enfin, j'espère tous les matchs comme ça, mais je ne pense pas. C'est vrai qu'en défense, on a été présent et au rebond aussi. Roanne, c'est un grand club. Et franchement, la première mi-temps était d'une qualité exceptionnelle pour nous, en sachant qu'on ne peut pas toujours jouer très bien. Et en deuxième mi-temps, il y avait un peu de notre côté une baisse de régime, mais il faut reconnaître notre travail dur. Il nous manque un peu de fraîcheur et l'équipe en face est une des plus athlétiques dans ce championnat. Ils ont su profiter de vraiment aller au bout de chaque contact et on a perdu beaucoup d'énergie. Comme ça, on perd un peu de concentration. Mais on a contrôlé le match quand même. Roanne, c'est une équipe qu'on va jouer 5 fois dans le championnat. 4 fois en Leaders Cup et là une fois en Coupe de France. Donc on voulait se jauger par rapport à une bonne équipe de Pro B, on le sait par rapport à leur recrutement. Et on a vu qu'on était pour l'instant au niveau, alors qu'il nous reste encore 2 semaines et demie de travail. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Place à présent, vous le savez, à vos prévisions météo. Vendredi, un soleil assez chaud et hésitant, caché partiellement par les nuages. Il faudra compter sur un léger risque d'averse. Samedi, un temps assez beau, modérément chaud, comptez jusqu'à 26 degrés au meilleur de la journée. Et puis dimanche, un retour d'un temps bien estival, ensoleillé tout au long de la journée. Lundi, un soleil bien plus intermittent, température comprise entre 23 et 26 degrés. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un nouveau magazine Asphalte. Avis aux amateurs. À très bientôt.